Certains crimes sont choquants et impensables, mais d'autres sont si impitoyables et fous qu'ils laissent une nation entière stupéfaite. Ces affaires sont loin d'être ordinaires. Elles repoussent les limites de la justice, suscitant indignation et débat. Commençons. Je l'ai trouvé. Madame, madame, madame. Oh, j'ai besoin de médicaments. Immédiatement. Je ne respire pas. Par un froid matin de février, Laken Riley, âgé de 22 ans, est parti pour un jogging de routine près des terrains de sport de l'Université de Géorgie. C'était une simple course, quelque chose qu'elle avait fait d'innombrables fois auparavant. Elle a même envoyé un message rapide à sa mère, Allison Phillips. « Bonjour, je vais courir si tu es libre pour parler. » Mais ce message serait la dernière fois que quelqu'un entendrait parler de Laken. Au fur et à mesure que le temps passait et que Laken ne revenait pas, l'inquiétude grandissait. Le message de suivi de sa mère est resté sans réponse. Des heures plus tard, ses colocataires et ses proches ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Les autorités ont été alertées et bientôt une recherche à grande échelle a commencé. Les images de surveillance des caméras du campus montrèrent Laken courant ce matin-là. Cependant, elles montraient aussi autre chose. José Ibarra, âgé de 26 ans, rôdant dans la zone. Quelle partie du sentier sommes-nous? C'est l'extension de Milledge Avenue et ça se dirige vers l'arrêt de bus. Quelle heure? Vous avez dit 9h05? Oui. Alors que les enquêteurs reconstituaient la chronologie, des détails troublants ont émergé. Ibarra, un immigrant sans papier du Venezuela, est devenu le principal suspect. Des preuves ADN correspondant aux siennes ont été trouvées sur le corps de Laken, et des images vidéo l'ont ensuite montré en train de se débarrasser d'une veste contenant son ADN dans une benne à ordures. Les données de la montre de Laken Gary ont aidé à établir l'heure exacte à laquelle elle a été attaquée. C'était un crime brutal, qui a choqué toute la communauté. Le procès a avancé rapidement, avec des preuves accablantes contre Ibarra. Son équipe de défense a essayé de suggérer que l'homme sur les images pourrait être son frère, mais l'agent spécial Luca Barry a témoigné qu'il n'y avait aucune preuve. Diego Ibarra était n'importe où près de la scène ce matin-là. À la fin, le juge a déclaré José Ibarra coupable de tous les chefs d'accusation, le condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Chef d'accusation, un meurtre, avec malveillance, condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le verdict a été prononcé, la famille de Laken se tenait dans la salle d'audience, leur chagrin encore vif. Sa mère, Allison Phillips, a parlé avec chagrin et colère. José Ibarra n'a eu aucune pitié pour mon enfant effrayé, paniqué et en difficulté. Il n'y a pas de fin à la douleur et à la perte que nous avons endurées. José Ibarra n'a eu aucune pitié pour mon enfant effrayé. Paniqué et en difficulté. Son beau-père, John Phillips, a fait écho à ses sentiments, qualifiant Ibarra de lâche malade, tordu et maléfique. L'affaire est rapidement devenue un point central des discussions nationales sur la réforme de l'immigration. Des politiciens, y compris l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, ont publiquement soutenu le verdict et ont présenté leurs condoléances à la famille Laken. Mais si nous nous soucions vraiment de protéger les enfants américains, aucune mesure n'est plus cruciale que de sécuriser les frontières de l'Amérique. Le bureau d'enquête de Géorgie, qui a joué un rôle clé dans la résolution de l'affaire, a également publié une déclaration exprimant leur engagement envers la justice. La vie de Laken Riley a été prise bien trop tôt, mais sa famille s'est battue pour la justice et a gagné. Bien qu'aucune peine ne puisse la ramener, l'homme responsable de sa mort ne marchera plus jamais libre. Notre prochaine affaire est un véritable cauchemar, où le tueur se cachait à la vue de tous, juste à côté. Vas-tu dire que tu ne sais pas? Je sais, tu sais. Je ne sais pas. Oui, tu sais. Que vas-tu dire demain quand je dirai « Nous avons trouvé tes cheveux avec le corps » ? Le 30 juin 2011. Lauren Giddings, âgée de 27 ans, a été déclarée disparue. Les amis et la famille commençaient à s'inquiéter. Elle n'avait pas été vue depuis des jours et ses appels téléphoniques restaient sans réponse. Lauren venait de terminer ses études à la faculté de droit de l'université Mercer et se préparait pour l'examen du barreau. Elle avait un avenir prometteur devant elle, mais cet avenir lui a été volé, le plus horrifiant. Ce qui est arrivé à Lauren dépassait les pires cauchemars de quiconque, et la personne responsable était plus proche que quiconque ne l'aurait imaginé. Lauren et Stephen McDaniel avaient été camarades de classe à la faculté de droit de Mercer. Ils vivaient dans le même complexe d'appartements, à seulement quelques portes l'un de l'autre. De l'extérieur, Stephen semblait calme, maladroit et inoffensif, mais sous cette façade se cachait quelque chose de bien plus sinistre. Aux premières heures du 26 juin 2011, alors que Lauren dormait paisiblement chez elle, Stephen McDaniel a mis à exécution son plan macabre.
Portant des gants et un masque, il a utilisé une clé passe-partout pour s'introduire discrètement dans son appartement. Dans l'obscurité de sa chambre, il a attaqué, étranglant Lauren à mort avec ses mains nues. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, il est revenu, démembrant son corps avec une scie à métaux dans sa salle de bain. La plupart de ses restes ont été jetés dans une benne à ordures sur le campus, pour ne jamais être retrouvés. Cependant, il a laissé derrière lui un indice glaçant. Son torse, jeté dans une poubelle juste devant l'appartement. 4 jours plus tard, le 30 juin, la police a lancé une enquête sur la disparition de Lauren. Plus tard le même jour, ils ont fait une découverte choquante. Son torse avait été retrouvé. La nouvelle était dévastatrice. À ce moment-là, McDaniel était interviewé à la caméra par une station de nouvelles locale, agissant comme un ami préoccupé. Oui, Lauren était ma voisine. Nous essayons juste de découvrir où elle se trouve à ce stade. Je veux dire, personne ne l'a vue depuis samedi. Mais dès que le journaliste a mentionné qu'un corps avait été trouvé, son comportement a complètement changé. Il s'est figé, a bafouillé et a soudainement affirmé qu'il devait partir. Ces images glaçantes sont ensuite devenues virales. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils ont sorti un corps de la prison. Nous ne savons pas si c'était la même personne ou non. Ça va, monsieur? Je pense que j'ai besoin de m'asseoir. D'accord. En quelques heures, la police l'a amené pour l'interroger. Son interrogatoire a duré plus de 12 heures. Et finalement, les enquêteurs ont trouvé des preuves troublantes dans son appartement, y compris la scie à métaux utilisée dans le crime. Pourquoi McDaniel a-t-il fait ça? La vérité était dérangeante. Les enquêteurs ont découvert des vidéos troublantes sur son ordinateur, des vidéos de lui filmant secrètement Lauren à travers sa fenêtre la nuit. Il était clair que son obsession avait dégénéré en quelque chose de mortel. Il l'avait observé, attendant le bon moment. Le meurtre n'était pas un crime impulsif. Il était planifié. Je veux dire, vous étiez amis, non? Vous êtes tous les deux étudiants en droit. Vous étudiez pour devenir avocat. Oui, regardez. En août 2011, Stephen McDaniel a été officiellement accusé de meurtre. Des années plus tard, en 2014, il a accepté un accord de plaidoyer, avouant le crime pour éviter la peine de mort. Il a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle en 2041. Cependant, il a souri à l'annonce de sa sentence et est resté silencieux. Le procureur Davis Cook, à propos de cet accord de plaidoyer il y a quelques semaines, Cook m'a dit lors d'une conférence de presse qu'il croit que McDaniel passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Depuis lors, il a fait plusieurs tentatives infructueuses pour faire appel de sa condamnation. Même son père a essayé une fois de collecter des fonds pour les frais juridiques via une page GoFundMe, mais elle a été rapidement fermée. Malgré tous ses efforts, McDaniel reste derrière les barreaux. La mort de Lauren a été une perte dévastatrice. Elle était une fille, une sœur et une amie, emportée trop tôt par quelqu'un qu'elle considérait autrefois comme un camarade de classe. Son histoire est un rappel glaçant que le véritable mal peut parfois se cacher à la vue de tous. Notre prochain cas est encore plus glaçant. Ce tueur n'était pas seulement un meurtrier occasionnel, mais un prédateur en série impitoyable. Robert Rambert Jr., un tueur en série de l'Ohio, a assassiné au moins 5 personnes entre 1997 et 2015. En 2018, il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Le 21 septembre 2015, Robert Gene Rambert Jr. a été arrêté par la police à l'extérieur de Cleveland, Ohio. Il conduisait un SUV qui ne lui appartenait pas. Il était enregistré au nom de Morgan Nitzel, âgée de 26 ans, qui avait été retrouvée assassinée chez elle la veille. En creusant davantage, les officiers ont découvert quelque chose d'encore plus terrifiant. Quelques heures plus tôt, le cousin de Robert, Berry Rambert, avait également été abattu. Cela semblait être une affaire de double homicide simple et rapide. Mais lorsque les enquêteurs ont analysé l'ADN de Robert, ils ont découvert quelque chose de bien plus troublant. Il n'était pas seulement un tueur. C'était un tueur en série qui se cachait à la vue de tous depuis près de 2 décennies. L'historique d'hostilité de Robert Rambert remontait à 1997. Cette année-là, il s'est disputé violemment avec Deidre Lewis, âgée de 24 ans, dans un parking. La bagarre a dégénéré et Robert lui a tiré dessus. Cependant, ses avocats ont convaincu le tribunal que c'était involontaire, et en 1998, il a été condamné pour homicide involontaire au lieu de meurtre. Il n'a purgé que 6 ans de prison avant d'être libéré en 2004. Après sa libération, Robert a mené une vie apparemment normale. Il travaillait comme chauffeur de camion, mais sous la surface, il luttait. Il avait des problèmes financiers, des problèmes d'alcool, et nulle part où vivre de manière stable. Sa solution? Emménager chez son cousin Berry. Mais cette décision allait bientôt mener à un autre crime horrible. Le 20 septembre 2015, Robert s'est disputé avec Berry chez eux. Cette fois, il n'y avait pas de seconde chance.
Robert a sorti une arme et lui a tiré dessus. Cette même nuit, il a également tué Morgan Nitzel, un ami commun. Mais Robert n'a pas simplement laissé leur corps derrière lui. Il a volé la voiture de Morgan et s'est enfui, pensant avoir effacé ses traces. Son plan a échoué le lendemain lorsque la police l'a arrêté dans le comté de Medina. Ils l'ont rapidement relié au crime, mais ce qu'ils ont découvert ensuite allait choquer même les enquêteurs les plus expérimentés. Lors de tests de routine, la police a passé l'ADN de Robert dans leur base de données. À leur grande surprise, il correspondait à des preuves de 2 anciennes affaires. Kimberly Hall, une femme de 31 ans, retrouvée quelques mois plus tôt, et Rita Mae Payne, une femme de 47 ans assassinée à Cleveland. Pendant des années, ces affaires étaient restées non résolues. Personne n'avait soupçonné Robert, et malgré avoir purgé une peine de prison, il avait réussi à éviter les soupçons pendant presque 20 ans. Robert n'a jamais donné de raison claire pour ses meurtres, mais il y avait des schémas. Il tuait souvent lors de disputes enflammées, comme dans le cas de Berry Rambert et Adrienne Lewis. D'autres fois, il ciblait des femmes vulnérables, comme Kimberly Hall et Rita Mae Payne, en raison de son travail de chauffeur de camion. La police pense qu'il a commis encore plus de meurtres dans les villes qu'il visitait fréquemment. Les enquêteurs ont examiné plusieurs autres femmes disparues, qui avaient disparu dans des circonstances similaires, mais aucune accusation supplémentaire n'a encore été portée contre lui. Concernant l'acte d'accusation, si ce tribunal accorde la requête de l'État de rejeter ses spécifications, M. Rambert ne sera plus confronté à la peine de mort, et ce ne sera plus une affaire capitale. Avec des preuves accablantes contre lui, Robert a accepté un accord de plaidoyer. Il a avoué 4 meurtres, fournissant des détails qui n'avaient jamais été rendus publics auparavant. Le 16 octobre 2018, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec la possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Vous n'avez jamais reçu une copie de votre acte d'accusation? L'avez-vous lu? Voulez-vous renoncer au préavis de 24 heures pour la lecture de l'acte d'accusation et plaider non coupable? Au tribunal, Robert a exprimé des remords et a demandé pardon aux familles des victimes. Mais pour les familles qui ont perdu des êtres chers, aucune excuse ne pouvait effacer la douleur qu'il a causée. Robert Jean Rambert Jr. était un homme qui se fondait dans la société, travaillant à des emplois ordinaires tout en commettant des crimes horribles. Il avait déjà purgé une peine pour un meurtre, mais personne ne soupçonnait qu'il était un tueur en série. S'il n'avait jamais volé la voiture de Morgan Nitzel, il pourrait encore être libre aujourd'hui. Il pensait qu'il ne se ferait jamais attraper. Mais à la fin, une erreur imprudente a révélé sa double vie terrifiante. Notre prochain cas concerne un tueur qui ne cherchait pas la rédemption. Il a transformé les hôpitaux en ses terrains de chasse. Pourquoi cela, Jean? Parce que je lui ai injecté un médicament appelé digoxine. Les hôpitaux sont censés être des lieux de guérison, où les médecins et les infirmières travaillent sans relâche pour soigner les patients. Mais pendant plus de 16 ans, un homme a détourné ses connaissances médicales d'une manière qui a causé du tort, au lieu d'aider. Charles Cullen, un infirmier dans le New Jersey et en Pennsylvanie, a assassiné ses patients de sang-froid. Il a travaillé dans plusieurs hôpitaux, se faufilant à travers les failles du système de santé, et est resté inaperçu pendant des années. Lorsqu'il a finalement été arrêté en 2003, il était trop tard. Il avait déjà pris des dizaines, voire des centaines de vies innocentes. Cullen a commencé sa série meurtrière en 1988 à l'hôpital Saint-Barnabas, où il a administré une overdose mortelle à un patient. Lorsque le personnel de l'hôpital a commencé à enquêter sur des décès étranges, il a démissionné discrètement et est passé à un autre hôpital. Ce schéma s'est répété pendant des années. Chaque fois que des inquiétudes étaient soulevées, il trouvait simplement un emploi ailleurs. L'absence de vérification approfondie des antécédents et de systèmes de signalement efficaces dans les établissements médicaux lui a permis d'agir sans être détecté. Ses actions étaient profondément troublantes. Il administrait des médicaments non autorisés qui mettaient les patients en danger. Beaucoup de ses victimes étaient âgées, ou déjà dans un état critique, rendant leur décès apparemment naturel. Même lorsque les patients ou leurs familles exprimaient des préoccupations, leurs soupçons étaient souvent ignorés. Dans un incident glaçant, une patiente de 91 ans atteinte de cancer à l'hôpital Lorraine a affirmé qu'un infirmier sournois lui avait injecté quelque chose pendant qu'elle dormait. Elle est décédée le lendemain. Son fils a protesté, mais l'hôpital a ignoré ses préoccupations. Cullen avait réussi un test au détecteur de mensonges, alors ils l'ont laissé continuer à travailler. Même lorsque des soupçons surgissaient, les hôpitaux hésitaient à prendre des mesures légales par crainte de poursuites judiciaires. Ce n'est qu'en 2002, lorsqu'il a commencé à travailler au Somerset Medical Dexter, que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. L'infirmière Amy Lutran, l'une des collègues de Cullen, a commencé à se méfier de son comportement. Elle a remarqué qu'il accédait aux dossiers médicaux de patients qui n'étaient pas sous sa responsabilité et demandait des médicaments inutiles. Elle a signalé ses préoccupations à la police,
qui a lancé une enquête à grande échelle. Bien au-delà de la centaine de personnes qu'il a non seulement essayé de tuer, mais qu'il a probablement assassinées. Les autorités ont découvert que sa vie précoce était marquée par de graves difficultés, tragédies et instabilité. Son père est mort avant son premier anniversaire, et l'accident de voiture fatal de sa mère l'a laissé orphelin à 17 ans. Harcelé à l'école et luttant contre des maladies mentales, il a cherché du réconfort dans le métier d'infirmier, où ses sombres pulsions ont ensuite émergé. Les autorités ont placé Cullen sous surveillance et ont rassemblé suffisamment de preuves pour l'arrêter. Le 12 décembre 2003, lors d'un interrogatoire, Cullen a avoué avoir tué au moins 40 patients, bien que les experts pensent que le nombre pourrait atteindre 400. En 2004, Cullen a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Au tribunal, il n'a montré aucun remords et a même nargué le juge lors de sa condamnation. Il a finalement été condamné à 18 peines de réclusion à perpétuité consécutive, le rendant inéligible à la libération conditionnelle avant l'année 2403. Il reste en prison à ce jour, mais au lieu de dire quelque chose, il choisit de rester silencieux. Cullen a affirmé qu'il tuait les patients pour mettre fin à leur souffrance, mais beaucoup de ses victimes étaient en voie de guérison avant qu'il ne leur ôte la vie. Il a dit « Je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais, comme je l'ai dit, je ne sais pas si j'aurais arrêté. » Es-tu désolé pour ce que tu as fait? Oui. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas si je me serais arrêté. Son cas a révélé des failles choquantes dans le système hospitalier, incitant à l'adoption de nouvelles lois dans le New Jersey et en Pennsylvanie pour améliorer la sécurité des patients et les vérifications des antécédents des travailleurs médicaux. Charles Cullen était censé prendre soin de ses patients, mais au lieu de cela, il est devenu leur pire cauchemar. L'idée qu'une infirmière de confiance puisse se transformer en tueur en série est terrifiante. Bien que Cullen soit enfermé à jamais, son cas sert de rappel glaçant que même ceux en position de confiance peuvent cacher de sombres secrets. Notre prochain cas est motivé par une colère pure. Un homme tué à l'intérieur d'une prison. Beaucoup de gens voulaient être ici, mais ont dû travailler. Cette salle d'audience aurait été remplie. Vous pouvez voir derrière moi l'amour que mon enfant avait. Le matin du 21 octobre 2022, l'établissement correctionnel de Green Bay est devenu le théâtre d'un acte de violence brutale et insensé. Cela a commencé comme une journée de routine, jusqu'à ce que José Skolman la transforme en cauchemar. Skolman, un détenu de 40 ans, purgeait déjà une peine de 51 ans pour un tragique accident de conduite, en état d'ivresse en 2006 qui avait coûté la vie à 3 personnes. Mais ce matin-là, les tensions ont monté. Alors que les détenus étaient libérés de leurs cellules pour la distribution médicale, Skolman a soudainement confronté Timothy Neighbors Jr., âgé de 25 ans. Utilisant un objet tranchant qu'il avait fabriqué à partir d'un cadre de lit, mais il n'en avait pas fini. Après avoir attaqué Neighbors, Skolman a ensuite tourné son attention vers un autre détenu, Lamont Washington, âgé de 26 ans. Il a poursuivi Washington dans la cage d'escalier, tentant de le poignarder également. Les gardiens sont rapidement intervenus, utilisant du gaz poivré pour le maîtriser. Le personnel de la prison a vite réalisé l'ampleur des dégâts. Neighbors s'était effondré, saignant abondamment. Malgré les efforts pour le sauver, il a été déclaré en état de mort cérébrale 6 jours plus tard. Washington, cependant, a réussi à s'échapper avec seulement des blessures mineures. Alors que les enquêteurs examinaient plus en profondeur le passé de Skolman, ils ont découvert des informations troublantes. Avant l'incident, Skolman avait été surveillé pour son implication dans des activités discriminatoires. Il avait écrit plusieurs lettres exprimant son intérêt à rejoindre un gang de prison. Et dans le cadre de leur initiation, il devait cibler un autre détenu. La lettre est évidemment extrêmement aggravée. C'est préoccupant. L'accusé, avant cette affaire, avait tué 3 personnes. Un an plus tard, en décembre 2023, une lettre écrite par Skolman a révélé ses véritables motivations. Il a admis qu'il ne connaissait pas personnellement les voisins, ni Washington. Il les avait ciblés en raison de préjugés. La lettre contenait un langage discriminatoire et une rhétorique nuisible. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, l'avocat de Skolman a tenté de plaider qu'il n'était pas coupable en raison d'une maladie ou d'un défaut mental. Mais le jury n'y a pas cru. Après 4 jours de témoignages, ils l'ont déclaré coupable d'homicide intentionnel au premier degré et de tentative d'homicide, tous deux classés comme discrimination. Le jour de la sentence, la salle d'audience était tendue. Le juge a prononcé la peine ultime. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, Skolman a reçu 15 ans supplémentaires pour tentative d'homicide, à purger consécutivement. Cependant, il n'a montré aucune honte pour son acte et a souri à l'annonce de sa peine. Il ne sera jamais libéré, il n'aura jamais la chance de nuire à une autre personne, et finalement, justice a été rendue. Cette affaire était un rappel glaçant des dangers qui existent encore, même derrière les barreaux.
Ce n'était pas seulement un acte de violence. Cet acte a brisé la famille de la victime. Notre prochaine affaire est celle d'une trahison brutale. Un homme qui a pris la vie de ceux qui l'avaient accueilli chez eux. Votre vie n'est pas terminée. Vous respirez de l'air et vous êtes sur du temps emprunté. Mon père est mort. Thomas Knuth a été reconnu coupable du meurtre de son ami de longue date, John Mann, et de la petite amie de Mann, Regina Capobianco, dans l'Ohio en 2017. Il a été condamné à mort pour ces meurtres brutaux. En 2017, un quartier tranquille de l'Ohio est devenu le théâtre d'un crime horrible. Tout a commencé par une amitié inhabituelle, une qui a débuté derrière les murs de la prison. Thomas Knuth, un criminel de carrière, avait passé des années à échanger des lettres avec Regina Capobianco, une codétenue. En 2017, tous deux avaient été libérés. Regina avait purgé sa peine, tandis que Thomas, qui avait récemment été libéré sur parole après avoir purgé une peine pour vol aggravé, Regina a accueilli Thomas chez elle, qu'elle partageait avec son petit ami de longue date, John Mann. Mais ce qui avait commencé comme un simple arrangement de cohabitation s'est rapidement transformé en une compétition mortelle pour un endroit où rester. Thomas et Regina ont rapidement réalisé un problème sérieux, un différend entre colocataires. En raison des conditions de leur probation, ils ne pouvaient pas vivre sous le même toit. John a été contraint de choisir entre eux. Thomas a essayé de résoudre le problème en proposant de payer pour que Regina séjourne à l'hôtel, mais elle a refusé. Elle était avec John depuis des années et n'allait pas quitter sa maison pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Les disputes sont devenues houleuses, et puis, dans la nuit du 11 mai 2017, tout a pris une tournure tragique. Thomas a saisi un couteau et a attaqué Regina, la poignardant 6 fois. John a essayé de l'arrêter, mais Thomas s'est retourné contre lui avec le couteau, le poignardant 15 fois. En quelques minutes, Regina et John gisaient sans vie dans leur propre maison. Thomas a enveloppé leur corps dans des couvertures, les cachant sous des piles de déchets. Puis, il a disparu. Au début, Thomas n'avait pas de plan. Il a raconté différentes histoires sur la façon dont il s'était blessé au doigt, accusant tout, d'une bagarre dans un bar à des dealers de substances qui auraient fait irruption. Mais avec le temps, il a réalisé qu'il devait se débarrasser des preuves. Le problème, les corps ont commencé à se décomposer, et l'odeur est devenue insupportable. Les voisins se sont plaints de la puanteur. Maison. Tout ce temps où ils étaient morts dans la maison. Lorsque la police a d'abord inspecté la maison, elle a supposé que la mauvaise odeur provenait de viande pourrie laissée dans la cuisine. Ils l'ont jetée et sont partis, sans se rendre compte que 2 corps étaient encore à l'intérieur. Mais l'odeur persistait. Inquiet, Thomas était en prison pour des accusations de cambriolage et a écrit une lettre à un ami, lui demandant de brûler la maison. Il a même dit à sa petite amie, Alicia Stoner, une ancienne employée de prison qui avait été licenciée à cause de leur relation secrète, de lui acheter des sacs poubelles, des outils électriques et une scie à table. Il voulait se débarrasser des corps, comme dans une scène de la série télévisée Dexter. Heureusement, son plan a échoué. La sœur de Regina a refusé d'accepter sa disparition soudaine. Lorsque la police n'a rien trouvé de suspect lors de leur première perquisition, elle a décidé de prendre les choses en main. Le 21 juin 2017, elle est entrée dans la maison. Dès qu'elle a mis les pieds à l'intérieur, l'odeur accablante a confirmé ses pires craintes. Elle a appelé la police. Cette fois, les agents ont fouillé chaque recoin de la maison, et dans la chambre, ils ont trouvé le crâne de Regina. La vérité a finalement été révélée. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas responsable, affirmant qu'il avait seulement tué John en légitime défense après l'avoir vu poignarder Regina. Mais les preuves racontaient une autre histoire. La scène du crime a été décrite comme sortie d'un film d'horreur, et Thomas avait fait des efforts extrêmes pour cacher ce qu'il avait fait. Lors de sa condamnation, la juge Dina Calabrese n'a pas mâché ses mots. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un avec si peu de remords. Le crime était si brutal qu'elle avait besoin de Vicks Vaporub juste pour rester à l'intérieur de la maison. Thomas Knuth a été condamné à mort. Cependant, lorsque Thomas Knuth a été arrêté, il n'a montré aucun remords. Même lorsqu'il se tenait devant le tribunal, il a refusé d'admettre sa culpabilité. Ces derniers mots, ce n'est pas fini. Mais pour les familles de Regina et John, la justice avait enfin été rendue. Ensuite, Elsa Segura, une femme dont les actions horrifiantes ont laissé une communauté incrédule. Son cas met en lumière les extrêmes terrifiants auxquels certains peuvent aller, et les détails choquants qui ont suivi son crime. Votre honneur, l'accusée, elle aurait pu être une héroïne. Elle aurait pu être une héroïne. Elle aurait pu avertir Monique. Le 31 décembre 2019, une jeune agente immobilière prometteuse nommée Monique Bogue a quitté son domicile pour rencontrer un client potentiel. Elle était travailleuse, attentionnée, et une mère aimante de 2 petites filles. Cependant, ce qui a commencé comme un rendez-vous ordinaire s'est rapidement transformé en une épreuve horrifiante qui allait dévaster sa famille.
Monique avait été contactée plusieurs fois par une femme nommée Elsa Segura, qui prétendait être intéressée par l'achat d'une maison. Ce que Monique ne savait pas, c'est qu'Elsa tendait un piège mortel. Lorsque Monique est arrivée à la propriété vacante, 2 hommes, Cedric Berry et Barry Davis, l'ont kidnappée. Ils l'ont attachée avec du ruban adhésif et l'ont forcée à monter dans un camion de déménagement. Le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Les ravisseurs ont conduit jusqu'à la maison de Monique à Minneapolis. Utilisant ses clés, l'un d'eux est entré par effraction et a tiré plusieurs fois sur le petit ami de Monique devant leurs 2 petites filles, âgées de 3 et 1 an. Malgré ses blessures graves, il a survécu et a réussi à appeler à l'aide. Mais Monique était toujours en danger. En 2019, bien qu'elle ne se soit jamais présentée à cette maison, 2 amis de son petit ami l'ont fait, Cedric Berry et Barry Davis. Les documents judiciaires indiquent qu'ils l'ont mise dans un U-Haul. Environ 1 heure plus tard, Monique a été emmenée dans une ruelle à Minneapolis. Là, elle a été abattue 3 fois et laissée seule dans le froid. La nouvelle de sa mort a dévasté sa famille et ses amis. Elle était une mère aimée et une étoile montante dans l'immobilier. Le crime était cruel, insensé et déchirant. L'enquête a rapidement révélé la vérité. Elsa Segura avait attiré Monique dans le piège en utilisant un téléphone jetable, qui avait été acheté par son co-accusé, Cedric Berry. La police a inculpé 5 personnes, y compris Elsa. Cedric Berry et Barry Davis ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un autre complice, Chantai Berry, a reçu une probation pour les avoir aidés. Le cas d'Elsa Segura a été jugé, mais en 2022, sa condamnation a été annulée par la Cour suprême du Minnesota, entraînant un nouveau procès. Plutôt que de faire face à un autre procès, Elsa a choisi de plaider coupable. Ce jour-là, elle a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle dans le crime. Le juge a accepté une peine plus sévère en raison de la cruauté du meurtre et de l'implication de plusieurs personnes. Cependant, Elsa n'a montré aucun remords pour son acte. Cette fois demandant au juge Peter Cahill d'envoyer Elsa Segura en prison pour le reste de sa vie, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est Segura qui a passé les appels téléphoniques, attirant Bao, un agent immobilier local. Cette affaire est un rappel douloureux de la façon dont la cupidité et la trahison peuvent mener à la tragédie. La famille de Monique ne la retrouvera jamais, mais sa mémoire vit dans le cœur de ses proches et de ses 2 filles. La condamnation d'Elsa Segura la tient responsable, mais rien ne peut effacer la douleur ressentie par la famille de Monique. C'est triste qu'elle ait perdu la vie à cause des décisions de quelqu'un d'autre. Malgré tout, la communauté soutient la famille Boff, espérant qu'ils trouvent un peu de paix et de justice à la suite de leur perte inimaginable. L'histoire d'Elsa montre comment quelqu'un en qui elle avait confiance l'a menée dans un piège mortel. Mais comme le montre le cas suivant, certains crimes vont au-delà de l'imprudence, dans le domaine de la violence calculée. Le 12 août 2016, un crime déchirant a secoué la petite communauté d'Afton, Tennessee. Le corps de Jessie Nicole Morgan, âgée de 21 ans, a été découvert sur le bord de la route. Elle avait été brutalement attaquée, et la cause de sa mort a été déterminée comme étant un traumatisme contondant. La tragédie était encore plus grande car Jessie était enceinte de 4 mois à l'époque. L'enquête a commencé lorsque Gary Ely, qui était le fiancé de Jessie à l'époque, vivait avec elle et ses 2 fils au parc de caravane Cross Anchor. Le jour du meurtre, le 12 août 2016, il était au travail à partir de 6h30, jusqu'à 19h10, fournissant un alibi concret. De plus, il a vu Jessie pendant sa pause déjeuner lorsqu'elle a déposé leur voiture commune et est partie avec Vonda Smith et ses 2 fils dans la Sunfire blanche de Vonda. Eli était présumé être le père de l'enfant à naître de Jessie. Cette recherche de réponse a conduit les enquêteurs sur un chemin que personne n'attendait. Alors qu'ils rassemblèrent les preuves, un nom s'est démarqué, Vonda Starr Smith, une grand-mère du comté de Greene. La nouvelle s'est répandue rapidement, laissant la communauté sous le choc. Comment quelqu'un connu pour prendre soin des autres pouvait-il être accusé d'un crime aussi horrible? Des murmures d'incrédulité ont envahi la ville. Les voisins avaient du mal à accepter que quelqu'un en qui ils avaient confiance puisse être derrière un acte aussi brutal. Pourtant, les preuves pointaient directement vers Vonda. Cependant, Vonda a refusé d'accepter la culpabilité. Elle a insisté sur son innocence, affirmant que la vérité avait été déformée contre elle. La salle d'audience est devenue un champ de bataille, un lieu où le chagrin, la colère et la détermination se sont affrontés. D'un côté se tenaient les procureurs, luttant pour la justice pour Jessie et son enfant à naître. D'un autre côté, Vonda et son équipe de défense sont déterminés à prouver son innocence. Les forces de l'ordre travaillent jour et nuit pour découvrir la vérité. Indice par indice, leur enquête a conduit à une seule personne, Vonda Starr Smith. La découverte choquante a laissé tout le monde incrédule. Vonda,
une grand-mère du comté de Greene, a été accusée du meurtre de Jessie Nicole Morgan et de son enfant à naître. Lorsque le procès a commencé, la salle d'audience était remplie de tension. La famille de Jessie était assise, le cœur lourd, espérant obtenir justice. Cependant, Vonda souriait et étreignait son fils. A rendu un avis confirmant les jugements du tribunal de première instance contre Smith. L'accusation a présenté les preuves, dressant un tableau clair de ce qui s'était passé. Pendant ce temps, la défense de Vonda a riposté, mais la vérité était indéniable. Enfin, le 25 mai 2018, le jury a rendu son verdict, coupable, des 2 chefs d'accusation. La salle d'audience est tombée dans le silence lorsque le juge a annoncé la peine de Vonda. La réclusion à perpétuité pour le meurtre de Jessie et 25 ans supplémentaires pour la mort de l'enfant à naître de Jessie. La nouvelle a apporté un sentiment doux amer. Jessie avait obtenu justice, mais cela ne pourrait jamais ramener Jessie. Sa famille ressentait le poids de leur perte, sachant qu'il ne verrait plus jamais son sourire éclatant. Elle est très soulagée que les accusations aient enfin été réduites et que son arrestation ait été effectuée, et espérant qu'à l'avenir, justice sera rendue. Bien que le procès soit terminé, la mémoire de Jessie restait vivante dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Son histoire est devenue un rappel que chaque vie compte et que la justice finira toujours par triompher. Même après sa condamnation, le conflit a continué. Smith a fait appel de la décision, affirmant que les preuves étaient insuffisantes et que ses droits avaient été violés pendant le procès. Elle a soutenu que le tribunal n'avait pas fourni d'informations sur un signal de téléphone portable et avait commis des erreurs pendant le procès. Cependant, le 24 février 2021, la Cour d'appel criminelle de Knoxville a confirmé la décision initiale. L'appel de Smith a été rejeté et sa peine de réclusion à perpétuité a été maintenue. Et alors que le verdict était lu, des larmes ont commencé à couler sur son visage. Vonda Smith a été reconnue coupable de la mort de Jessie Morrison, âgée de 21 ans, qui était enceinte à l'époque. La communauté ressentait un mélange de tristesse et de soulagement. Jessie et son enfant à naître étaient repartis bien trop tôt, mais justice avait été rendue. Cette affaire nous rappelle la douleur causée par les crimes violents et l'importance de tenir les responsables pour responsables. L'histoire de Jessie ne sera jamais oubliée et sa mémoire vivra dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Ses enfants étaient vivants et elle a perdu la vie pour ses enfants. Jessica a été servie pour Jessie et son enfant à naître. Dans le cas suivant, la victime a survécu à l'attaque. Mais les cicatrices physiques et émotionnelles ne guériront jamais complètement. Avez-vous déjà dit à Jessica « Oui, ma sœur sur moi frappait ma bouche à essayer d'étrangler ». Oui, monsieur, et ma sœur. Moi, couvrant ma bouche, essayant de m'étrangler. Le 6 octobre 2013, un acte de violence choquant a brisé une famille à Milani, Maca. Quand Jessie Einbach et son petit ami Michael Ayala ont trahi quelqu'un qu'ils auraient dû protéger, la sœur de Jessica, Casey, Ann Jones. Casey, qui était enceinte de 2 mois, a subi une attaque terrifiante de la part des personnes en qui elle aurait dû avoir le plus confiance. La trahison brutale par sa sœur et Ayala a transformé ce qui aurait dû être un lien d'amour et de protection en une épreuve horrifiante qui laisserait des cicatrices durables. Ce jour-là, Jessica et Michael ont étranglé et poignardé Casey, lui infligeant de graves blessures. Cependant, la douleur physique n'était qu'une partie de sa souffrance. Sa plus grande peur était pour la vie de son bébé à naître. La police a lancé une enquête immédiate. Ils ont rassemblé des preuves sur la scène du crime, y compris des objets tachés de sang et un couteau de cuisine, identifiés comme l'arme utilisée lors de l'attaque. Les enquêteurs ont également obtenu des images de surveillance d'une caméra de sécurité d'un voisin, qui montrait à Michael Ayala arrivant et quittant les lieux. Lors des entretiens avec la police, Cassie a fourni un récit poignant de l'attaque, décrivant comment Jessica et Michael n'ont montré aucune pitié. Les rapports médicaux ont confirmé de multiples coups de couteau et des ecchymoses compatibles avec une strangulation, soutenant le témoignage de Casey. Les autorités ont inculpé Jessica Einbach et Michael Ayala de tentative de meurtre, invoquant une intention claire de tuer. Les procureurs ont soutenu que la brutalité de l'attaque, ainsi que l'état vulnérable de Casey en raison de sa grossesse, prouvèrent la préméditation. L'affaire a été portée devant le tribunal et Jessica n'a pas nié ce qu'elle avait fait. Elle rit au moment du procès. Son avocat commis d'office, Darcia Forrester, a partagé que Jessica avait pleinement accepté sa culpabilité et la punition qui l'attendait. Elle savait qu'il n'y aurait pas d'échappatoire aux conséquences de ses actes. Mais pour Casey, les blessures étaient plus profondes que ce que quiconque pouvait voir. L'attaque lui a volé sa paix et son bonheur à un moment qui aurait dû être rempli de joie et d'excitation, rêvant de l'avenir de son bébé. Peu importe ce qui se passait au tribunal, la vie de Casey ne serait jamais la même.
Lors de la condamnation, une lettre puissante de Casey Ann Jones a été lue à haute voix au tribunal. Dans ses mots sincères, elle a partagé comment l'attaque avait changé sa vie à jamais. Cela ne lui a pas seulement laissé des cicatrices physiques, cela lui a volé sa paix, sa confiance et la joie qu'elle ressentait à l'idée de devenir mère. Casey a écrit comment, au lieu de célébrer sa grossesse, elle passait ses journées dans la peur. Elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Des choses simples comme verrouiller les portes ou s'assurer que chaque couteau était à sa place faisaient partie de sa routine quotidienne alors qu'elle essayait de se protéger, elle et son enfant à naître. À travers sa lettre, Casey a clairement indiqué que les dommages allaient au-delà de ses blessures. C'était quelque chose qu'elle portait dans son cœur chaque jour. Elle voulait que le tribunal sache que les actions de Jessica et Michael lui avaient pris bien plus que ce que quiconque pouvait voir. Comment ce discours vous a-t-il fait? Ressentir, horrifié. J'étais attaqué par quelqu'un que j'aimais et en qui j'avais confiance. Elle a écrit que sa fille avait le plus souffert, grandissant dans l'ombre d'un crime inimaginable. Elle ne rencontrerait jamais les personnes qui avaient causé tant de douleur, mais leurs actions avaient changé sa vie à jamais. Casey a supplié le tribunal de s'assurer que Jessica et Michael n'aient plus jamais la possibilité de nuire à qui que ce soit. Mardi, Jessica Heinbow a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Cependant, elle n'avait aucune honte pour son acte. La condamnation de Michael Ayala suivrait plus tard. Pour Casey, justice avait été rendue, mais les cicatrices de cette nuit ne s'effaceraient jamais complètement. Ensuite, Catherine Knight, une affaire si horrible qu'elle a choqué même les enquêteurs les plus aguerris. Ces crimes repoussent les limites de la brutalité, laissant une marque indélébile dans l'histoire du crime véritable. Le 1er mars 2000 est gravé à jamais dans les esprits des habitants d'Aberdeen, en Australie. Jamais auparavant et vraiment jamais après, un crime de cette nature n'a été réellement perpétré par une femme. Un meurtre si inexplicablement odieux qu'il affecte encore tous les officiers appelés sur les lieux. À ce jour, rien ne pourrait vous préparer à ce que vous êtes sur le point de voir. Aberdeen, Nouvelle-Galles du Sud. Une ville tranquille où le crime était rare. Mais le 1er mars 2000, un crime si inimaginable s'est déroulé qu'il a envoyé des ondes de choc à travers l'Australie. Lorsque John Price ne s'est pas présenté au travail, ses collègues inquiets ont appelé la police. Les officiers sont arrivés chez lui, frappant à plusieurs reprises. Pas de réponse. Mais ce qu'ils ont vu par la fenêtre était suffisant pour forcer l'entrée. À l'intérieur, ils sont entrés directement dans une scène d'horreur tout droit sortie d'un cauchemar. John Price avait été dans une relation nuisible avec Catherine Knight pendant des années. Bouchère de métier, femme violente par nature, Catherine avait une fascination profonde pour les couteaux, la violence et le contrôle. Ses relations passées étaient marquées par des menaces, des violences physiques et un comportement troublant. Dans un cas, elle avait tenu un ancien partenaire sous la menace d'un couteau, exigeant qu'il la reprenne. Dans un autre, elle avait tranché la gorge de son chiot comme avertissement. Lorsque Price a finalement essayé d'échapper à son emprise, déposant une ordonnance restrictive après l'un de ses accès de colère, il a dit à ses amis que si jamais il disparaissait, Knight serait à blâmer. Malheureusement, il avait raison. Dans la nuit du 29 février 2000, Knight est arrivé chez Price sous le prétexte d'une réconciliation. Ce qui s'est passé ensuite était de l'horreur pure. Elle a attendu qu'il s'endorme, puis a lancé son attaque sadique. Utilisant un couteau de boucher cette nuit-là, Knight a poignardé Price 37 fois, des coups profonds et sauvages, perçant des organes vitaux. La force pure de l'attaque a projeté du sang sur les murs. Mais ses désirs tordus n'étaient pas satisfaits. Avec une précision glaçante, elle a écorché tout son corps, suspendu la chair à un crochet à viande dans le salon et cuisiné des parties de son corps. Elle a mis 2 assiettes sur la table, chacune étiquetée avec les noms des enfants de Price, suggérant qu'elle prévoyait de leur faire manger leur père. C'était si horrible que des enquêteurs aguerris ont eu besoin de thérapie après avoir vu la scène. Knight a été trouvé dans un état drogué, ayant pris une poignée de pilules, probablement en tentant de simuler un faux suicide. Elle a été arrêtée immédiatement. Lors de l'interrogatoire, elle a affirmé ne se souvenir de rien, mais les preuves étaient indéniables. Son procès a été l'un des plus infâmes d'Australie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Le juge, horrifié par les détails, a déclaré qu'elle était trop dangereuse pour être jamais libérée. Elle est devenue la première femme de l'histoire australienne condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au tribunal, Knight n'a montré aucune émotion, pas de larmes, aucun remords. Juste un regard vide et glaçant alors que le crime était exposé en détails terrifiants. La famille de John Price était assise, choquée et horrifiée, forcée de revivre la douleur inimaginable de ces derniers moments.
Bien que la justice ait été rapide, le traumatisme laissé par Knight ne s'effacera jamais. Même derrière les barreaux, Knight reste une énigme terrifiante. Une femme si dépourvue d'empathie que même les criminels endurcis la craignent. Elle mourra en prison et le monde s'en portera mieux. Notre prochain cas nous emmène dans le monde impitoyable du crime organisé, où une femme a accédé au pouvoir par le meurtre et des exécutions de sang-froid. Mais ce qui la rendait encore plus terrifiante, c'est qu'elle n'épargnait même pas ses propres alliés. Elle était la plus grande importatrice de cocaïne à l'époque. Connue dans les villes à travers les États-Unis, comme la marraine. Pour sa brutalité de type mafieux. La guerre des gangs fait rage encore dans toute la ville depuis 3 ans. Miami a connu des changements spectaculaires dans le taux d'homicide. Nous sommes passés probablement de 80 à 100 meurtres par an à presque 300 à 400. Au cœur du Miami des années 1970, où l'argent coulait à flot, et où la violence régnait dans les rues, un nom faisait frémir même les criminels les plus endurcis. Griselda Blanco. Elle n'était pas juste une coquette, elle était la reine de la rétribution, éliminant quiconque se dressait sur son chemin avec une efficacité impitoyable. Mais son règne de terreur ne s'arrêtait pas aux rivaux commerciaux. Même ceux qui lui étaient les plus proches n'étaient pas en sécurité. Au moment où son empire s'est effondré, Blanco était lié à plus de 200 meurtres, y compris celui de son propre mari, ce qui lui a valu le surnom glaçant de la veuve Blanco. Les racines criminelles de Blanco étaient profondes. Elle a commencé sa vie de crime enfant en Colombie, organisant des escroqueries et des enlèvements, avant de se lancer tête baissée dans le commerce. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle a rapidement dominé le marché des substances à Miami, innovant de nouvelles méthodes de contrebande et amassant des millions par mois. Mais avec le pouvoir est venue la paranoïa. Blanco ne faisait confiance à personne. Elle dirigeait son opération d'une main de fer, ordonnant des exécutions brutales sans hésitation. Des fusillades en voiture, des assassinats en plein jour. Les rues de Miami sont devenues une zone de guerre sous son règne, et les forces de l'ordre en ont eu assez. Le FBI a lancé l'opération Banshee. Un effort total pour faire tomber Blanco. En 1985, leur patience a porté ses fruits. Les agents ont arrêté Blanco en Californie, l'accusant de 3 chefs de meurtre au premier degré. Mais même derrière les barreaux, son influence persistait. Les autorités craignaient qu'elle ne continue d'orchestrer des meurtres depuis sa cellule de prison. Et puis est venu le rebondissement le plus choquant. Alors qu'elle purgeait sa peine, les procureurs ont découvert des preuves la liant à une douzaine d'autres meurtres, y compris un contrat pour tuer un enfant à cause d'une dette de drogue impayée. Malgré la montagne de preuves, Blanco a conclu un accord de plaidoyer, échappant à la peine de mort et ne purgeant que 7 ans avant d'être expulsée vers la Colombie. Mais le karma n'en avait pas encore fini avec elle. En 2012, alors qu'elle sortait d'une boucherie à Medellín, un assassin à moto l'a abattue, utilisant le même style d'exécution qu'elle avait employé sur tant de ses propres ennemis. L'héritage de Griselda Blanco reste celui du sang et de la peur. Elle n'était pas juste un autre chef de cartel. Elle a redéfini le commerce de la drogue, prouvant qu'une femme pouvait être tout aussi mortelle qu'un homme dans le milieu criminel. Et pourtant, à la fin, elle est tombée victime du même monde qu'elle avait créé. Son histoire sert de rappel terrifiant que dans le monde du crime, la loyauté est éphémère et le pouvoir a toujours un prix. Notre prochain cas nous plonge dans le monde tordu d'une femme qui a joué un jeu mortel de tromperie. Son charme était une arme, et ses victimes ne voyaient jamais le danger avant qu'il ne soit trop tard. Voici l'histoire de Sheila Davalos. En 2002, un quartier tranquille du Connecticut est devenu le théâtre d'un triangle amoureux tordu qui se terminerait par l'obsession, la trahison et le meurtre. Sheila Davalos semblait être une femme ordinaire et intelligente, jusqu'à ce que sa fixation mortelle sur un autre homme mène à 2 attaques violentes que personne n'avait prévues. Sheila était mariée, mais elle avait une obsession dangereuse pour son collègue, Nelson Sessler. Le problème? Il était déjà en couple avec Annalisa Raimundo, et Sheila ne supportait pas d'être le second choix. Pendant des mois, elle a soigneusement manipulé la situation, essayant de saboter la relation de Nelson. Elle appelait chez Annalisa, prétendait être d'autres femmes, et semait des rumeurs au travail, mais rien de tout cela n'était suffisant. Nelson restait engagé envers Annalisa. C'est alors que Sheila a décidé d'éliminer sa concurrence. C'était un crime déclenché par l'obsession d'une amante, et cela a conduit la police dans un labyrinthe d'impasses et un grand, étrange rebondissement. Le 8 novembre 2002, Annalisa a été retrouvée brutalement assassinée dans son appartement de Stamford. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises et battue,
son domicile saccagé pour faire croire à un cambriolage. Il n'y avait pas de suspects immédiats, et l'affaire est rapidement devenue froide. Sheila, pendant ce temps, agissait comme si de rien n'était, continuant sa liaison avec Nelson, tout en gardant son mari dans l'ignorance. Mais la soif de contrôle de Sheila ne s'est pas arrêtée à Annalisa. Un an plus tard, en 2003, elle s'est retournée contre son propre mari. Sheila a convaincu Paul Christie de jouer à un jeu les yeux bandés, puis l'a soudainement poignardé 2 fois dans la poitrine. Il a à peine survécu, s'échappant et appelant le 911. Alors que les ambulanciers se précipitèrent pour le sauver, Sheila a fait un geste choquant. Elle a appelé Nelson, pas le 911, alors que son mari se vidait de son sang. Cette erreur a tout révélé. Sheila a été arrêtée pour l'attaque contre Paul et condamnée à 25 ans. Mais alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils l'ont liée au meurtre d'Annalisa. Les preuves ADN, les relevés téléphoniques et son historique de jalousie ont scellé son sort. En 2012, elle a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à 50 ans de prison. Je clame mon innocence. Pas si Sheila Davalou avait eu son mot à dire. Mais c'est un cas où je suis accusée d'avoir tué quelqu'un. Sheila n'a jamais montré de remords pour ses crimes. Même au tribunal, elle est apparue froide et détachée, refusant d'assumer la responsabilité. Son histoire reste l'un des cas les plus glaçants d'obsession devenant mortelle, où l'amour, la jalousie et la tromperie ont fini dans un bain de sang. Et la partie la plus effrayante, si son mari n'avait pas survécu, elle aurait pu s'en tirer avec tout cela. Notre prochain cas nous emmène vers une femme dont l'ambition impitoyable l'a conduite à orchestrer une exécution de sang-froid. Elle n'a pas agi seule. Elle tirait les ficelles dans l'ombre, manipulant les autres pour faire le sale boulot. Mais lorsque la vérité a éclaté, son sort était scellé. Et si Christie peut m'entendre, si tu peux t'échapper quelque part, Christie, appelle soit chez toi, soit la police de Niagara dès que possible. Il est recherché pour une série d'agressions, 2 en mai dernier et 1, juste la semaine dernière. Et la police dit que ces attaques suivent toujours le même schéma. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le Canada était saisi par la peur alors que de jeunes femmes disparaissaient pour être retrouvées assassinées. Au centre de tout cela se trouvait Paul Bernardo. Un homme plus tard révélé comme étant le violeur de Scarborough, mais il n'agissait pas seul. Son complice? Une femme qui a choqué le monde par sa participation sans cœur, Karla Homolka. Karla n'était pas seulement une complice involontaire. Elle était une participante active aux agressions et meurtres horribles de plusieurs victimes, y compris sa propre sœur cadette, Tammy Homolka. Ce qui rendait cette affaire encore plus troublante, c'était la façon dont elle jouait le rôle de la petite amie parfaite, et plus tard, de l'épouse dévouée. Derrière des portes closes, elle aidait à attirer les victimes, à dissimuler les crimes et à manipuler ceux qui l'entouraient. Au moment où les autorités ont commencé à relier Bernardo aux crimes violents, Karla a élaboré un plan d'évasion. Elle s'est présentée comme une femme battue, affirmant qu'elle avait été victime des mauvais traitements de Paul et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de se soumettre. En 1993, Karla a conclu un accord de plaidoyer, connu sous le nom de Pacte avec le diable, où elle a accepté de témoigner contre Bernardo en échange d'une peine de 12 ans pour homicide involontaire. À l'époque, les procureurs ont cru à son histoire, mais tout a changé lorsque de nouvelles vidéos ont fait surface. Ces vidéos ont prouvé que Karla n'était pas une victime. Elle était une participante volontaire. Elle la montrait en train de rire et de prendre plaisir au mal infligé à leurs victimes. Mais c'était trop tard. Son accord de plaidoyer ne pouvait pas être annulé. Paul Bernardo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais Karla a été libérée en 2005 après avoir purgé sa peine complète de 12 ans. Elle a changé de nom, déménagé et même fondé une famille, tentant d'effacer son passé. Mais le public n'a jamais oublié ce qu'elle avait fait. Ses tentatives de se fondre dans une vie normale n'ont fait qu'entraîner l'indignation publique chaque fois que sa localisation était découverte. La libération anticipée de Karla Homolka reste l'une des décisions juridiques les plus controversées du Canada. Les familles des victimes, ainsi que le public, se sont sentis trahis par le système judiciaire. Comment quelqu'un d'aussi impliqué dans des crimes aussi horribles pouvait-il être autorisé à marcher librement? Même aujourd'hui, elle vit sous un nuage de suspicion. Beaucoup croient qu'elle n'a jamais vraiment payé pour ses crimes. Son cas sert de rappel terrifiant que parfois, les personnes les plus dangereuses ne ressemblent pas à des tueurs. Mais elles le sont. Ces affaires sont un rappel glaçant que la justice n'est pas toujours rapide. Mais quand elle arrive, elle peut apporter une clôture aux familles des victimes et s'assurer que les individus dangereux ne nuisent plus jamais. Mais il y a encore plus à découvrir.
Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous plongerons plus profondément dans d'autres affaires ententes et des sentences qui exposent les profondeurs les plus sombres de la nature humaine.